j'ai suivi à l'INSEP. On m'entend pas, on va essayer de son, mais on... Est-ce qu'on m'entend mieux? Non, non. On peut monter le son. Et est-ce que comme ça on m'entend? Oui. C'est nettement mieux. Alors il va falloir que je mange le micro. Donc je reprends depuis le début. Donc Muriel Barbet, psychologue clinicienne, formée en neuropsychologie. Donc ça c'était vraiment ma formation initiale, donc il y a 20 ans maintenant. Et puis, bon, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai commencé à travailler dans le monde du sport, dans le basket en particulier, il y a une quinzaine d'années. Tout simplement parce que la fédération de basket m'a appelé pour travailler autour de la formation des entraîneurs. Vous m'entendez bien là? C'est OK? On fait monter le son, ça va aller. D'accord, OK, ça marche. Et j'ai découvert le monde du sport, en fait, en allant travailler dans le cadre de la formation des entraîneurs. Et j'ai découvert un monde qui me plaisait bien, qui était challengeant. Et j'ai décidé en fait de me spécialiser pour le coup dans l'accompagnement des athlètes et des entraîneurs dans le cadre du sport de haut niveau. Et donc j'ai été formée à l'INSEP et dernièrement j'ai été labellisée accompagnatrice professionnelle de la performance à l'INSEP. Alors mon boulot c'est quoi aujourd'hui? C'est d'accompagner individuellement c'est mieux comme ça. Merci. Merci. C'est d'accompagner individuellement, collectivement, des athlètes, des entraîneurs, plutôt dans le monde, dans le cadre du sport de haut niveau. J'ai pas de spécialité en termes de discipline. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du basket. Du coup, j'ai aussi beaucoup d'expérience dans ce monde-là, et plutôt un réseau dans ce monde-là. Mais voilà, je peux accompagner dans toutes les disciplines, cyclisme, boxe, gym. Et je vous donnerai des exemples dans des disciplines qui sont diverses et variées au cours de ma présentation. Je suis aujourd'hui située à Pau, après avoir fait Arles, Montpellier, Paris et puis Pau. Voilà, pour mon grand plaisir. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Alors, juste vous dire, n'hésitez pas à m'interrompre, voilà, à lever la main si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision. Voilà, n'hésitez pas, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de mon intervention. Je vais vous parler de neuropsychologie, d'adolescence et de pratiques sportives. Et plus particulièrement, on va commencer par les changements majeurs qui émergent au moment de l'adolescence, au niveau du corps, au niveau du cerveau. Donc je vais vous parler de neuropsychologie de façon un peu théorique au départ. Et on va partir assez rapidement sur des outils et comment aider l'adolescent à se développer quand on est entraîneur, quand on est moniteur, quand on est parent. Donc je vous parlerai après les changements majeurs donc, de l'adolescence, de comment est-ce qu'on peut aider un jeune à se projeter vers des objectifs, comment est-ce qu'on peut l'aider à s'auto-évaluer et à développer son autonomie par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut l'aider à réguler ses émotions, qu'est-ce qu'on fait quand l'adolescent ou les adolescents heurtent un peu le cadre, voilà, et transgresse les règles. Et on terminera sur quelque chose qui est important, qui est le feedback, comment donner du feedback, comment valoriser l'adolescent. Voilà le programme de la matinée. Alors, on commence tout de suite. Alors, l'adolescence, une période de changement majeur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis un doudou et j'ai mis une bière. Et ça, c'est une expérience personnelle. Il y a une dizaine de jours de ça, ma belle-fille, qui a 16 ans, arrive dans le salon avec son doudou. Et elle dit à son père, papa, j'ai une soirée ce soir, tu pourrais aller m'acheter un pack de bière. Et j'ai trouvé que c'était quand même saisissant, vraiment saisissant. C'est-à-dire qu'on est à la fois un pied dans l'enfance, avec le doudou, et un pied du côté de l'âge adulte, avec la bière. Et les adolescents, ils sont vraiment, voilà, un pied comme ça, un pied comme ça. Alors, l'adolescence, ça commence quand? Ça commence à la puberté. Donc la puberté, ça commence, c'est quoi? La puberté, c'est le moment où le garçon, la fille, deviennent en âge de procréer. Et donc, l'hypothalamus libère des hormones qui agissent sur l'hypophyse, qui agissent elles-mêmes sur les organes génitaux, ovaires, testicules. Et donc, on a un développement des organes de reproduction et donc la capacité à procréer. Dans le monde occidental, on considère que le début de l'adolescence, c'est ça. Dans d'autres cultures, c'est très différent. Est-ce que quelqu'un parmi vous a lu le livre de Joseph
ficelle. Ça vous parle ou pas? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans le lion? Pardon? C'était il y a trop longtemps. Comment est-ce qu'il devient un homme? Il doit tuer le lion, voilà. Donc la question n'est pas d'être en âge de procréer, la question n'est pas d'avoir la question dans ce monde-là, donc au Kenya, je crois que c'était au Kenya, c'était de tuer le lion, et quand on a tué le lion, on devient un homme, on devient un guerrier. Donc suivant les cultures, en fait, la puberté, l'adolescence, c'est pas pareil. Nous, dans notre monde à nous, l'adolescence, elle commence à la puberté et elle termine quand? Ah, jamais. Je dis souvent que j'ai 14 ans et demi pour toute la vie. Peut-être, ouais, d'accord. À quel moment est-ce qu'on fait s'arrêter l'adolescence chez nous? À la fin de la croissance. À la fin de la croissance, ouais. Ça veut dire à peu près 18 ans. Ok. C'est une manière de voir les choses. Mais en fait, aujourd'hui, plus spécifiquement, on fait s'arrêter l'adolescence au moment en fait où le jeune ou la jeune fille prend son envol et devient indépendante. Donc avec le phénomène culturel, alors je suis un peu caricaturale, mais du temps mis, et puis voilà, avec l'allongement de la durée des études, en fait, l'adolescence, c'est un processus qui démarre à la puberté, 12, 13, 14 ans, et puis ça peut se finir beaucoup plus tard, c'est-à-dire autour de 25 ans. Et effectivement, si on suit notamment la maturation cérébrale, on s'aperçoit que la maturation cérébrale, elle se termine autour de 22, 25 ans, donc ça va dans ce sens-là aussi. Donc en fait, c'est une longue période. Et il y a quelques temps en arrière, c'était un peu plus tôt. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bon. Ça fonctionne. Alors, l'adolescent voit son corps se métamorphoser complètement. Il voit son corps se métamorphoser. Il se passe des trucs chez lui qu'il ne comprend pas. On a un schéma corporel qui évolue. Hier, Nicolas vous en parlait. C'est-à-dire cette capacité que l'on a à savoir que nos membres et que notre corps, que là, j'ai ma main qui est par là, que j'ai mon pied qui est par là, que j'ai mon torse qui est par là. Donc le schéma corporel, l'espèce de schéma de mon corps que j'ai dans la tête, il évolue. Et l'image du corps évolue aussi. L'image du corps, c'est la manière subjective dont je perçois mon corps. Alors, en matière de schéma corporel, en fonction des adolescents, il peut y avoir des problématiques. Je pense notamment au basket. Hier, on en parlait aussi. Il y a des jeunes qui ont ce que l'on appelle des très grands gabarits, 2,20 m. Est-ce que vous avez vu dernièrement Victor Wembanyama? Ouais. Est-ce que vous avez vu ce jeune? Alors pourquoi il est assez exceptionnel ce jeune? Parce que non seulement il est effectivement très grand, mais pour son âge, il est extrêmement mature en matière de développement. Habituellement, les TGG, comme on dit dans le basket, ils ont, on dit ça aussi, une maturation beaucoup plus lente. C'est-à-dire qu'ils deviennent professionnels notamment beaucoup plus tardivement que quelqu'un qui est un peu plus petit. Donc Victor, à cet endroit-là, c'est un jeune homme exceptionnel. Il est très mobile, il est très adroit, il est très fort ici. Donc c'est vraiment, entre guillemets, un phénomène particulier. L'image du corps, elle évolue et elle est propre à chacun. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais insister, c'est au moment de l'adolescence, les garçons, mais surtout les filles, sont extrêmement sensibles à tous les commentaires que l'on peut faire sur leur physique. C'est extrêmement important. Le moment de l'adolescence pour les filles, c'est un moment un peu délicat. Un moment où il peut y avoir, en fonction des personnes, et alors, pour beaucoup, j'ai aussi parlé de sport, en fonction aussi du type de sport qu'elles peuvent faire, des difficultés au niveau alimentaire. Hier, on vous en a parlé aussi. Et ces troubles du comportement alimentaire, les jeunes filles n'en parlent pas beaucoup. J'étais vendredi en accompagnement avec une ancienne gymnaste acrobatique
m'intéresse par rapport à la nourriture. Elle a 28 ans maintenant. Elle me dit parce qu'en fait, on avait la pesée toutes les semaines. Et la pesée toutes les semaines, ça engendrait qu'on était toutes hyper angoissées à l'idée de prendre du poids. Et elle me dit, j'ai arrêté ma carrière en 2019 ou 2020, je ne sais plus. Et elle me dit, ça continue. Elle me dit, maintenant que je fais plus du sport autant qu'avant, j'ai toujours cette peur de grossir, cette peur de prendre du poids, et ça m'obsède. Donc, les troubles du comportement alimentaire, et voire l'anorexie, voire la boulimie, voilà, ce sont au moment de l'adolescence des questions cruciales. Et j'ai entendu moi-même, et j'ai vu en entraînement, un entraîneur dire « t'as vu son cul ». Et ça, c'est un truc, si elle entend, c'est destructeur pour l'estime d'elle-même. Attention à ça, prêtez très attention à ça, en tant qu'éducateur, entraîneur. L'adolescence, c'est une période d'invention de soi-même, des multiples questionnements. Alors vous allez voir que j'ai un diaporama qui est assez rédigé, parce que je vais vous le faire à passer après, comme ça vous aurez de l'information rédigée, vous pourrez le relire. Multiples questionnements sur l'identité sexuelle. Je suis un garçon, je suis une fille, par qui je suis attirée. Ça va être quoi mon rôle en tant que femme, en tant qu'homme? Est-ce que je vais faire comme mon père? Est-ce que je vais faire comme ma mère? Quelle va être mon identité en tant qu'homme ou femme? Question sur l'identité professionnelle. Et alors ça, l'identité professionnelle et la question de la profession, mais à partir de 10-12 ans, les gamins commencent à avoir des craintes et une pression énorme au niveau scolaire, au niveau parental. Et le moment de l'adolescence, c'est le moment où on doit choisir son orientation. Donc, vraiment des questions identitaires et professionnelles majeures. Identité et idéologique. Je viens d'où et à quoi je crois? C'est quoi mes croyances en moi? C'est quoi mes valeurs à moi? Est-ce que je vais récupérer celles de mes parents? Quelles vont être mes valeurs à moi? Comment est-ce que moi je vais me positionner? Question sur l'identité culturelle et sociale. D'où je viens? D'où viennent mes parents? Comment est-ce que je vais m'intégrer ici? Il y a un écart majeur entre le soi et le soi idéal, et j'ai mis estime de soi en gros, à nouveau. La question de l'estime de soi-même est vraiment importante et majeure. Pour se construire, l'ado, il a évidemment recours à la perception qu'il a de lui-même, et aussi à la perception des autres sur lui, ce qu'on appelle les significant others. Et c'est qui? C'est les parents, c'est les pères, et c'est tous les éducateurs. Donc un entraîneur ou un moniteur, le regard qu'il porte sur l'adolescent, il est extrêmement important, et j'y reviendrai après. Alors, on va parler un peu du cerveau maintenant. Le cerveau. Le cerveau au moment de l'adolescence, il évolue notablement, et notamment sur le plan histologique, c'est-à-dire sur le plan de la composition des tissus. J'ai mis de ce côté-là j'ai un truc, je crois. On va pas le voir. J'ai mis ici à droite une photo du cerveau, où on arrive bien à distinguer la matière blanche et la matière grise. Donc la matière grise, c'est ce qui est vraiment l'écorce du cerveau, le cortex. Et on en retrouve également au centre du cerveau, dans les noyaux gris centraux. On en retrouve également dans la moelle épinière au centre. Donc matière grise, la matière blanche, ce sont en fait toutes les fibres qui permettent de conduire les impulsions nerveuses et donc de conduire les informations depuis un point jusqu'à un autre. Eh bien, à l'adolescence, il y a une évolution de la matière blanche et de la matière grise. Alors au niveau de la matière grise, on a ce que l'on appelle un élagage synaptique. Clac, 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 clac. Comme on taille un arbre en fait. C'est-à-dire que le nombre de synapses va baisser. Le nombre de synapses va baisser, et c'est ce que l'on voit ici, donc en bas. Voilà, lorsqu'on est en fait, voilà, là maintenant, là, à 5 ans, on a beaucoup plus de substances grises qu'à 20 ans. À 20 ans, et c'est ce que vous allez voir apparaître en bleu, la quantité de matière grise a baissé. Donc on a moins en fait de substances grises que quand on est plus jeune. Ce qui se passe également à l'adolescence, c'est qu'on a une myélinisation accrue donc de ces axones qui vont permettre de conduire l'information. Donc on a
des processus cognitifs et des processus moteurs qui deviennent de plus en plus performants. Et ça évolue jusqu'à 20-25 ans. Et malheureusement, et notamment au niveau de la myélinisation, on a une perte au fur et à mesure. Muriel, Oui. on dit que la fenêtre pour le développement de la motricité, c'est quand même plutôt entre 7 et 12 ans. Et du coup, c'est une idée qui n'est pas corrélée avec la myélinisation, hein, par exemple. Avec le fait de devenir plus performant. Alors, la myélinisation, elle évolue tout au cours du développement. Et la myélinisation aboutit, on va dire, autour de 20 ans, notamment sur l'amélioration, on va dire, de la conduction et des connexions concernant le lobe frontal. Donc on est plutôt sur des processus cognitifs. Les processus moteurs, c'est avant. C'est avant. Donc ça n'est pas inexact. Okay. Donc la myélinisation dont je parle là, la fin de la myélinisation, elle concerne plus particulièrement les capacités cognitives par rapport aux capacités motrices. Ce qui voudrait dire alors plutôt qu'à 20 ans, on peut optimiser un geste technique, par exemple. Que c'est à ce moment-là qu'il pourrait être le mieux. On peut l'optimiser et l'adolescent a la capacité à ce moment-là à prendre du recul par rapport à ce qu'il fait. C'est surtout ça qui bouge. C'est surtout ça. Et c'est ce qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'il y a une évolution au niveau du cortex préfrontal et de meilleures capacités cognitives. Au niveau moteur, ça se passe avant. C'est surtout cette question du cortex, et c'est là-dessus que je vais insister. Le cortex préfrontal est immature à l'adolescence. Alors le cortex préfrontal, c'est cette partie du cortex qui est juste derrière le front, donc ici. Et plus particulièrement le préfrontal, c'est vraiment à l'avant du cerveau. Ce cortex préfrontal, il est impliqué dans le contrôle du comportement pour aboutir à un résultat pensé, organisé, anticipé, planifié. C'est le cortex préfrontal, le lieu, on va dire, d'un certain nombre de processus, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont extrêmement importantes pour organiser son comportement. Alors, le lieu de la mémoire prospective, savoir préparer quelque chose à faire pour le faire plus tard, c'est-à-dire anticiper quelque chose à faire plus tard. La mémoire de travail, le fait de garder en mémoire des informations utiles pour pouvoir réfléchir, garder en mémoire par exemple des consignes. Ça veut dire qu'un adolescent, entre 13 et 20 ans, il a plus de difficultés qu'un adulte à garder en mémoire des consignes complexes. Donc pensez à ça en tant qu'entraîneur. Le cortex préfrontal est impliqué dans le contrôle inhibiteur du comportement, c'est-à-dire savoir à un moment donné arrêter un comportement qui est inadéquat. C'est-à-dire que l'adolescent va avoir tendance, lorsqu'il fait une erreur, à avoir plus de difficultés qu'un adulte, par exemple, à arrêter de produire cette erreur. Il va avoir tendance à la reproduire. Et là, on entend souvent, mais punaise, ça fait 10 fois que je te dis de ne pas faire ça. Ben oui. Mais il n'est pas encore en capacité de passer à autre chose. Et flexibilité mentale, les adolescents sont en difficulté par rapport à pouvoir changer leur manière de penser, c'est-à-dire changer leur manière de penser. Pardon. Alors, on a un cortex préfrontal qui est immature, mais on a un système limbique, c'est-à-dire le système qui est lié à la sphère émotionnelle, qui fonctionne bien, mais qui du coup est mal régulé. Le système limbique, donc c'est ce qu'on voit ici, amygdale notamment, au centre du cerveau, vraiment, si on devait faire une coupe, on est vraiment au centre là du cerveau. Donc on a un système limbique qui fonctionne très bien et qui fonctionne très bien depuis l'enfance. L'amygdale, par exemple, est une structure
qui détecte les dangers et qui détecte les éléments de peur. L'amygdale fonctionne extrêmement bien et quand on est adulte, cette amygdale, elle est régulée par le cortex orbitofrontal. À l'adolescence, ce cortex orbitofrontal n'est pas encore bien connecté au système limbique, la question de la myélinisation, et du coup, l'amygdale fonctionne à plein régime, ce qui veut dire que les adolescents ont tendance à avoir des réactions liées à la peur et donc au stress qui sont majorées. Ils sont hypersensibles aux signaux dans leur environnement, émotionnels et sociaux. Ils sont hypersensibles à l'influence de leur père. Ils sont extrêmement réactifs au niveau émotionnel et notamment aux réactions de stress basiques qui sont la fuite, l'attaque et l'évitement. Donc ils vont avoir une très grande tendance à réagir aux signaux stressants à l'extérieur et beaucoup de difficultés à se calmer. Le cortex orbitofrontal est le cortex qui permet de se calmer et d'adapter son comportement à ce qui se passe à l'extérieur. Processus essentiel pour l'autonomie de l'adolescent, développer ses relations personnelles. Ça veut dire que l'adolescent, ce qui devient numéro 1 pour lui, c'est ses amis. Le groupe de pairs est extrêmement important. Et ça va avoir tendance pour lui à lui faire adopter des comportements que parfois il n'adopterait pas s'il était tout seul. Il va faire comme les autres.